Bonjour et bienvenue dans Broadcasting Binôme. J'espère que vous avez bien fêté ce début d'année et que 2016 vous apportera une montagne de bonnes choses. Je rappelle le concept pour les petits nouveaux, vous faire découvrir des séries peu ou pas assez connues. Mais c'est aussi pour moi le moyen de faire passer un message à mes amis qui est le suivant. Mais regardez les séries dont je vous parle, bordel à cul, et ce jusqu'à temps qu'on ne me dise plus. Ouais, peut-être que je regarderai un jour, quand j'aurai le temps. Non, tu vas regarder tout de suite, annuler tes plans pour le week-end et m'envoyer un screen pour me le prouver. Donc pour ce nouvel épisode, on va parler d'une série pas comme les autres. Et ce n'est pas peu dire. C'est très bizarre quand on le répète plusieurs fois ça. Dans l'épisode dernier on parlait de télé-réalité, cette fois-ci on va parler de la vraie vie véritable, la réalité réelle, tout ça. Donc c'est parti pour l'incroyable Making a Murderer. Making a Murderer est une série documentaire de deux réalisatrices, Moira Demis et Laura Ricciardi. You go girl. You go girl. You go girl. Elle est disponible sur Netflix depuis décembre 2015. Et oui, c'est tout récent, et oui, cette vidéo n'était pas prévue sur cette série, et oui, c'était un choix impulsif, ok? Pour l'instant, elle est composée d'une saison de 10 épisodes d'1 heure chacun. Ça peut paraître beaucoup, mais ça se dévore littéralement. Oui, littéralement. On suit l'histoire de Stephen Avery, un américain du comté de Manitowoc dans le Wisconsin, qui a passé 18 ans de sa vie en prison pour viol et tentative de meurtre. Avant d'être lâché. Parce qu'il était innocent. Et qui s'en sont rendus compte qu'après grâce à l'avancée des tests ADN. Pour bien comprendre les enjeux et l'intérêt de voir Making a Murderer, il faut que je vous donne quelques petites informations qui vont tout changer. Cette phrase ressemblait beaucoup trop à une pub que l'on retrouve si on n'utilise pas Adblock. Les 10 astuces que les médecins vous cachent pour augmenter la taille de votre pénis. Bref, dans le synopsis de la série, on nous en dit un peu plus. Et moi qui déteste les spoilers du plus profond de mon être, et oui toi au fond qui pense que tout le monde a eu le temps de voir toutes les séries du monde le lendemain de leur sortie, je te vois! Bref, je peux vous assurer que le reste de cette vidéo ne révèle en rien la moitié de ce qui se passe dans la série. Et c'est décidément la tâche la plus difficile dans l'écriture de Broadcasting Binôme que de faire la part des choses entre synopsis et spoiler. Mais on va y arriver! Et puis... on peut pas vraiment spoiler la vie de quelqu'un de réel. Making a Murderer est dans la veine de ces émissions sur la TNT présentées par Pierre Bellemare, mais en bien. Et à la sauce Netflix, ça veut dire un beau générique, qui ressemble beaucoup à celui de True Detective d'ailleurs, une narration prenante et une réa soyeuse. Alors non, ce n'est pas une série remplie d'effets spéciaux, de lieux spectaculaires et d'acteurs qui demandent des millions, c'est un documentaire. Mais vous imaginez le boulot qu'il y a eu derrière tout ça? 10 ans de tournage, 10 ans que ces familles sont suivies et filmées, 10 ans de news à la télévision, et surtout 10 ans de rush. Pour le montage, ça devait être fun. Tellement passionnant, il y a plus de plot twist que dans Game of Thrones. Et oui, j'ai déjà tweeté ça, mais osef. À chaque fin d'épisode, on reste bouche bée et on se demande comment il peut y avoir encore des épisodes et qu'est-ce qui peut bien arriver à ce Stephen Avery. Parce que non seulement Stephen Avery a perdu 18 ans de sa vie en prison, ça ressemble vachement au synopsis de Rectify ça d'ailleurs. Mais surtout il s'est fait accuser du meurtre d'une photographe, Teresa Halbach, 2 ans après sa sortie de prison. Si c'est pas une VDM ça je sais pas ce que c'est. Et c'est là que la série commence vraiment. Tout tourne autour de l'enquête et du procès de Steven mais aussi de l'erreur qu'avait fait la police lors du premier procès. Et à partir de l'épisode 8 je peux vous assurer que c'est à se ronger les ongles. Le rythme s'accélère et on sait même plus où donner de la tête. Toute cette tension qui monte depuis le premier épisode est à son apogée. Mais c'est même pas la seule émotion qui ressort de cette série. Beaucoup de tristesse et de colère et de désespoir face au système judiciaire. On a vraiment envie de mourir en regardant cette série. C'est vraiment après ce genre de série qu'on a besoin d'un bon visionnage de Sense8 pour se redonner foi en l'humanité. Bon, pour commencer, faisons un petit tour des personnages. Il y a bien sûr Stephen Avery qui vient d'une famille qui possède une rue à son nom et une case familiale où ils travaillent tous. Ils sont considérés comme pauvres, d'une intelligence moyenne voire faible et pas du tout intégrés dans la communauté. En d'autres termes, ils sont considérés par les autres comme des ploucs. Et l'on observe une bonne discrimination sociale des familles. They're gonna win anyway. No, they're not. Poor people lose. Poor people lose all the time. Viennent ensuite le shérif et la police du comté de Manitowoc qui sont suspectés d'être des ripoux. Les avocats de Steven, eux, font l'objet de plusieurs magnifiques montages sur internet. Et enfin, on a le procureur Ken Kratz, le mec avec la voix et l'attitude la plus insupportable du monde. Sérieusement, écoutez-moi ça. I've heard many reports and have seen images of a specific suspect in this case now, Mr. Avery. Je vous remets un petit coup pour que vous compreniez bien la frustration. We have lots and lots of scientific evidence in this case that points to one individual. Donc dites-vous bien que c'est lui qui est chargé de remettre Stephen Avery en prison. Et ça, juste après que ce dernier ait demandé une bonne grosse compensation pour avoir injustement passé presque 20 ans de sa vie en prison. Curieux, non? Qu'on soit bien clair, je ne suis pas du tout une théoricienne du complot, mais c'est un thème grandement abordé durant toute la série. Et quand on voit les énormes erreurs, que ce soit du côté de la police de Manitowoc ou du système judiciaire américain, on se pose beaucoup de questions. Et encore plus quand on voit aux infos le nombre d'Américains abattus par la police sans répercussion. Mais il faut avant tout ne pas oublier que malgré la forme de documentaire et même s'il n'y a pas de voix off, il y a bel et bien un parti pris tout au long de ces 10 épisodes. Il faut également prendre du recul et garder son esprit critique. Le mieux serait de vous renseigner vous-même sur l'affaire après coup, si ça vous intéresse bien sûr. Le procureur Ken Kratz,
vous savez, celui avec la voix horripilante. Can you set that aside and decide, is there enough other evidence? A écrit un bouquin sur son point de vue de l'affaire en accusant les deux réalisatrices d'avoir omis des preuves. Accusation à laquelle elles ont répondu comme on peut le lire dans le Figaro. Nous sommes des réalisatrices de documentaires, pas des procureurs. Bien sûr que nous avons laissé de côté des preuves, il était impossible de toutes les inclure. Nous avons montré Avery sans complaisance. Nous n'étions pas là pour convaincre ou disculper qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'un plaidoyer journalistique mais d'un documentaire social et judiciaire. Accrochez bien vos nerfs si vous décidez de passer le cap et de regarder la série parce qu'on y découvre le vrai système judiciaire américain. Vous savez, les speeches complètement théâtralisés des avocats dans les séries comme New York Police Judiciaire. Madame Parnell, votre avocat a déclaré que vous n'étiez pas responsable de vos actes. Je ne savais pas ce que je faisais. Vous avez tout de même réussi à laisser votre fils mourir dans l'incendie. Non, ce n'est pas du tout ça. Mon fils n'est pas décédé à cause du feu, il est mort bien avant. On pense toujours que les scénaristes se sont enflammés dans les salles de réunion. Mais non, Ken Kratz, il a décidé de se la jouer comme ça au procès de Stephen Avery. À coup de bonnes phrases larmoyantes sur la sainteté des policiers, des poses bien lourdes histoire de toucher les jurés. Parce que tout dépend d'eux et c'est là qu'au final est l'injustice. S'ils s'en foutent, s'ils ne sont pas motivés ou qu'ils veulent juste rentrer chez eux le plus vite possible parce que des ailes de poulet les attendent à la maison, ils ont juste à se mettre d'accord quitte à bousiller la vie de quelqu'un. Un peu comme dans cet incroyable épisode de Charmed où Phoebe est la seule à se soucier vraiment de la vérité. Ce que j'essaye de dire, c'est que si nous voulons tous nous mettre d'accord sur un verdict, il faut analyser toutes les données que nous avons sur cette affaire. Nous l'avons déjà fait. 2 fois de suite. Eh bien, nous allons le refaire une 3e fois. Et le clou sur le pompon du gâteau, c'est bien évidemment la manipulation de masse par les médias. Stephen Avery est déjà coupable avant même d'avoir commencé le procès. Et pire, même avant même le début réel de l'enquête. Si c'est pas de l'injustice, ça. Mais pour les médias aux États-Unis et un peu partout d'ailleurs, on s'en fout de l'injustice, on veut du sensationnel. Sauf qu'avec cette production Netflix, les gens se sont rendus compte que quelque chose clochait un petit peu quand même. L'impact de cette série IRL est énorme. Les gens se sentent investis dans cette affaire qu'on a l'impression de connaître par cœur après seulement 10 heures de visionnage. Il y a même des gens qui se déplacent jusqu'à Manitowoc pour prendre des photos devant la case des Avery. Ouais, non, ça c'est un peu extrême, faut pas déconner quand même. Pour conclure, c'est une série que je conseille de binge-watcher. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'expression des sérivores qui signifie regarder une série toute d'une traite afin d'abandonner toute vie sociale. Donc prenez-vous un week-end, un canapé, un plaid, une tonne de nourriture, du thé, du café, du vin rouge, de la vodka, c'est toi qui choisis. Si vous en voulez encore plus après ça, HBO a également sorti une série dans le même genre qui s'appelle The Jinx, un documentaire en 6 épisodes sur Robert Durst, un riche héritier qui aurait été accusé du meurtre de son voisin mais aussi de la disparition de sa femme 20 ans plus tôt. Allez, vous laisserez bien tenter. N'hésitez pas à me laisser des idées de séries peu ou pas assez connues dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, mais aussi suggérez-moi des séries via Beta Série si vous avez un compte, le mien est dans la barre d'informations. Sur ce, bon visionnage et à la prochaine.